nous disons que ce n'est pas possible, c'est de l'imposture. Et que répondez-vous à ceux qui appellent à un cessez-le-feu? Cessez-le-feu de quoi? Est-ce que nous allons mettre un État légal qui a le monopole de la violence positive au même niveau que des terroristes qui ont pris des armes et qui de surcroît n'ont même pas, ne peuvent même pas gérer une boutique et vous demander de dialoguer avec. Non, soyons sérieux. Le cessez-le-feu s'applique dans un cas où un État n'arrive plus à s'auto-gérer, où un État n'a pas les moyens de sa propre défense, où ce sont les autres qui doivent venir aider un État à gérer sa propre défense. En ce moment, ayant constater, n'est-ce pas, cette défaillance, les autres vont revenir avec, on a les MINUSCA et tout, on a vu ailleurs, où on dit maintenant que comme vous êtes incapable et les autres contrôlent une partie de votre territoire, en ce moment on parlait en cessez-le-feu. Le Cameroun compte 360 arrondissements, 58 préfets, 10 régions. Tout le personnel est en place. Même Boko Haram qui était mieux structuré, qui avait plus de moyens que les terroristes du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram n'a pas pu occuper 1 mètre carré de notre territoire. Les terroristes vont s'attaquer aux biens privés, aux édifices publics. C'est comme dire, moi, je n'ai pas de maison, j'ai détruit des autres maisons. Vous allez violer les filles, briser l'avenir des gens, égorger les populations, perturber la quiétude des populations. Les routes sont détruites, les hôpitaux sont incendiés. Les biens privés et publics sont détruits. En ce moment, c'est des gens qui ne veulent pas le développement. Donc, quelle caution peut-on donner à ceux qui ne veulent pas le développement? Nous leur disons, il est temps pour vous de changer. Selon vous, ces populations dont nous parlons vont souffrir, j'ai envie de dire, jusqu'à quand? Quand vous allez dans le département de Dongamandou, par exemple, les enfants vont à l'école en tenue. Parce que dès le départ, les populations ont dit que nous n'en voulons pas. Il y a des départements comme ça dans le nord-ouest et dans le sud-ouest où il n'y a pas de ville morte, où les populations, dès le début... Le problème, c'est que quand vous avez pactisé avec le diable, ça devient un problème, n'est-ce pas, de faire marche arrière. Donc, il faut condamner le terrorisme. Donc moi, je dis, vous savez, chacun vient avec les idées, on a fait ceci, on a parlé de cessez-le-feu, qui est un mot qui n'a pas de sens. Aujourd'hui, on parle de l'amnistie. Le chef de l'État est allé au-delà de l'amnistie. Voilà, bon, Cabral Libye, c'est un jeune politicien, c'est vrai, il est libre de ses idées, il demande que le chef de l'État peut décréter l'état d'urgence. Mais est-ce que la menace dans les 2 régions peut conduire le chef de l'État à décréter l'état d'urgence? La réponse, je dis non. Puisque nous avons combattu Boko Haram, qui avait des chars, des blindés, les armes de guerre, avait une milice structurée, sans recourir, n'est-ce pas, à l'état d'urgence. Et il faut savoir que l'appréciation de la menace par les populations n'est pas la même chose. Le chef de l'État est le chef des armées. Et regardez comment nous sommes structurés. Le chef de l'État reçoit les rapports chaque jour. Et c'est sur la base de l'évaluation des rapports de sécurité que le chef de l'État donne des orientations lorsque nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. Donc si jusqu'à présent, le chef d'État n'a même pas décrété un commandement, parce qu'il y a le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'est une autre étape. Et puis on ne parle pas du commandement opérationnel, on parle... Non, le chef de l'État maîtrise parfaitement la situation.